bonjour à toutes et à tous. Je vois que vous m'écoutez même du TGV. Voilà, j'espère que vous allez passer un agréable moment. Je suis ravie de vous retrouver, pour cette rentrée et puis je voulais remercier, Julie et puis l'équipe de Conferencia de me permettre de parler de sculpture. Comme Julie vous l'a dit, c'est une conférence alors gratuite, une conférence d'introduction sur un cycle, de 4 grands sculpteurs. Alors je ne résiste pas, hein, je sais que vous avez, vous les connaissez déjà et puis vous avez, déjà vu eh bien, ces belles images, hein, toujours des beaux fonds d'écran comme ça, faits par Conferencia, ça donne envie. Donc, ça permet de faire revivre aussi nos PowerPoint. Alors, Michel-Ange, je ne vous le présente pas, mais on va quand même eh bien, en reparler lundi, ce lundi qui arrive. Le Bernin, Canova, Rodin, vous voyez des grands noms. Alors, pas de honte si jamais vous n'aviez jamais entendu parler de Michel-Ange, ça m'étonnerait, mais de Canova, hein, ils sont pas, tout le monde n'est pas aussi connu que Michel-Ange et Rodin. En tout cas, on a choisi avec Conferencia 4 conférences monographiques sur des génies de l'art, des génies, des sculpteurs qui ne sont pas forcément que sculpteurs, parfois ils sont aussi architectes, parfois peintres. Ils ont, comme vous le voyez avec ces 4 images, tous travaillé la figure humaine, tous travaillé le marbre, tous d'époques différentes, hein, de la Renaissance au XIXe siècle. Donc là, ce sera par ordre chronologique qu'on vous les présentera. Et puis cette première conférence, eh bien, qu'est-ce qui vous attend? À quelle sauce allez-vous être mangé pendant cette conférence? Eh bien, je vais bien sûr vous mettre l'eau à la bouche en évoquant quelques chefs-d'œuvre de ces 4 grands artistes, mais j'ai pas non plus envie de tout vous dire tout de suite. On pourrait être tenté eh bien, de faire une présentation de l'histoire de la sculpture, mais là, il va falloir que je parle très très vite, ce qui n'est franchement pas très agréable, ni pour vous, ni pour moi. Ce serait insensé. Alors, on ne peut pas être exhaustif. Hum, Parler voilà, des mouvements, parler d'autres grands artistes mis bout à bout, je trouvais que ça n'avait pas de sens, que ce serait un petit peu difficile à écouter et à regarder, même pour moi. Donc, j'ai choisi eh bien, d'aborder des thématiques que je vous laisse regarder et apprécier ici, surtout les 4 dernières. La conquête du mouvement, le rendu des détails, le concept de réalisme en sculpture, la recherche de l'émotion, de l'expression. J'ai choisi eh bien, ces 4 grandes thématiques qui me permettront eh bien, d'évoquer les noms de Rodin, de Canova, de les remettre dans leur contexte, de les comparer bien sûr, et puis surtout eh bien, de vous donner quelques clés de lecture pour apprécier la sculpture. Je disais au tout départ que j'étais ravie de vous parler de sculpture parce que pour moi, alors moi c'est un thème, un art que j'aime beaucoup, mais souvent le public, hein, je suis guide conférencière, le public est moins séduit par la sculpture. On nous demande davantage de parler de peinture en conférence aussi, peut-être parce que la couleur est souvent absente des sculptures. Ça n'a pas toujours été le cas, mais en tout cas moi je vais vous montrer beaucoup de sculptures monochromes en marbre ou en bronze. Et donc, c'est un petit peu moins facile. Donc moi, mon idée, c'était vraiment de vous donner des clés de lecture, vous aider à appréhender ces sculptures, que ce soit en conférence, en lecture, hein, par les ouvrages illustrés, en musée ou bien sûr dans vos balades aussi dans les villes, parce qu'on a beaucoup de sculptures quand on se promène dans les jardins ou dans les places. Alors bien sûr, exhaustif jamais, bien sûr que pour des raisons de droit d'image, je ne peux pas vous parler de sculpture contemporaine, et là c'est très frustrant, je vous parlerai quand même, on a le droit de les citer, les noms de grands sculpteurs contemporains qui vous attendent d'ailleurs en ce moment à Paris dans une grande et très belle exposition à Mayol qui fait un petit peu écho, c'est un petit peu la suite de cette question du réalisme. Voilà, je vous laisse regarder ça de votre côté. Moi, j'y reviendrai si je trouve le temps. Et puis, pour commencer, 2 thématiques générales, plus courtes que les autres, quoique. Vous avez dit sculpture, on va voir ce que c'est. Et puis vocabulaire technique, alors ne fuyez pas, n'ayez pas peur. Il y a forcément un jargon technique, mais vous allez voir qu'on va vraiment le simplifier. Alors cette conférence s'adresse bien sûr à des néophytes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Ne soyez pas vexés. Moi, j'essaye voilà, de regarder, de rester concentré, de regarder aussi ce que vous êtes en train de regarder à l'image. Et puis là, tout le monde se dit bonjour, tout va bien, mais s'il y avait une question, par exemple, je ne l'ai pas vue, il y a un temps d'échange prévu à la fin de à la fin de la conférence. Et vous aurez eh bien l'occasion d'avoir, je l'espère, votre réponse en direct. Et si je n'ai pas de réponse, parce que le thème est très large, eh bien je chercherai, je renverrai la réponse par écrit à Conferencia. Comme ça, vous aussi, si vous avez des questions pardon, qui vous viennent après la conférence, elles ne seront pas perdues. Alors, je commence, avant de vous embêter avec du jargon technique, je commence par un petit jeu. Alors là, vous pouvez m'écrire dans le chat quand on parle de sculpture.
à quoi est-ce que vous pensez? À qui est-ce que vous pensez? Alors bien sûr, vous pouvez mettre Michel-Ange, Rodin, Canova, et le Bernin, il y en a d'autres. Vous pouvez mettre, hein, des noms de sculptures aussi connues. Moi, j'ai cherché grâce à monsieur internet, c'est bien, je lis toutes ces réponses et comme ça, moi, ça m'intéresse pour savoir si, vous voyez, il y en a pas pareil. Il y a Donatello, il y a le penseur de Rodin, il y a Mayol, il y a plein de choses. Peut-être que vous avez coupé le chat, c'est pour ça que je les disais, à l'oral et puis moi, je regardais ça encore après. Jeff Koons, ben voilà, ça fait partie, des artistes, bien sûr, qui auraient leur place dans l'histoire de la sculpture, mais question de droit d'auteur, on ne peut pas je peux pas vous le montrer. Donc moi, j'ai choisi de regarder pour vous rentrer comme ça dans le vif du sujet très rapidement, de questionner internet, parce qu'il y a des sondages surtout, pour savoir quelles étaient les sculptures, et pas les sculpteurs, mais les sculptures les plus connues au monde. Alors, quand on dit sculpture, en général, on pense sculpture extérieure, sculpture monumentale, et bien là, on met les pieds dedans, dans le vif du sujet, avec eh bien un classement, apparemment, le Sphinx de Gizeh. J'imagine que vous le connaissez, je ne l'ai pas vu défiler dans vos petites idées. C'est eh bien la sculpture la plus connue au monde. Alors bien sûr, sondage hein, relatif, la source, hein, c'est Google, donc voilà. Mais en tout cas, bien sûr, qui est dans les 10 sculptures les plus connues au monde, il va ressortir à chaque fois. Il nous emmène bien sûr en Égypte. Ça me permet d'évoquer eh bien tout un pan de la sculpture que je ne vais pas évoquer profondément, comme eh bien, ces sculptures moins connues, mais qui ressortent aussi dans les top 10, voilà, pour très mal parler. Les Moaïs, bien sûr, aussi, de l'île de Pâques, ça fait partie des œuvres immensément connues. L'Égypte, alors l'Égypte, j'y ferai encore mention. Voilà. Toujours dans les œuvres très connues, alors très connues et surtout monumentales, hein. Le Sphinx de Gizeh, c'est l'œuvre la plus grande monolithe. Monolithe, on est déjà dans le jargon technique, mais vous savez ce que c'est, un seul morceau de pierre. Là, enfin, on triche quand même, je reviens à mon Sphinx, je l'ai passé trop vite, un seul morceau de pierre pour cette partie ici thérianthrope, toujours pour avoir de jolis mots pour crâner un petit peu, comme dit un de mes collègues que vous connaissez, un mélange eh bien, d'humain et d'animal. Vous savez qu'il est censé avoir une tête de pharaon et un corps de lion. Les pattes avant, on triche un petit peu, là ont été rajoutées. C'est un autre morceau. Thérianthrope, un mélange mi-animal, mi-humain, donc hybride. Et puis, quand voilà, on évoque sculpture plus grande du monde, j'étais à peu près sûre que dans les œuvres que vous alliez me citer, eh bien, on pourrait se demander quelle était donc la plus grande du monde et la plus petite. Alors la vraie plus grande actuelle, là, je triche un petit peu avec une sculpture contemporaine. Elle n'est pas forcément très connue comme ça, mais au moins vous l'aurez en tête. Statue de l'Unité, 180 mètres de haut. On est dans l'état du Gujarat en Inde et alors elle a une structure de béton armé et puis un parement en bronze et elle représente eh bien, un homme d'État indien, Sardar Vallabhai Patel, paraît-il. Et puis bien sûr, je vous attends, je suis sûre que vous m'attendez au tournant, on peut se dire là quelle est la sculpture la plus petite au monde. Eh bien regardez, je ne sais pas si vous parvenez à bien déchiffrer mon image, là ici c'est comme une vue microscopique, une vue agrandie au microscope de cette sculpture-là, en gros plan là, alors c'est écrit en anglais, on n'appelle pas ça un œil, mais on appelle ça le chat d'une partie d'une aiguille. Donc vous avez tous vu, déjà eu entre les mains peut-être une aiguille. Eh bien regardez cette sculpture-là, c'est plus petit qu'un fil d'aiguille. Elle est toute petite comme ça, tellement petite que l'artiste anglais John T. Horvitz l'a perdue pendant la séance photo, paraît-il. C'est une œuvre d'art contemporain. On continue sur mon classement des œuvres les plus connues. Celle-ci, bah, elle est toujours très moderne, mais elle a quand même plus de 2000 ans. Elle est bien sûr au Louvre. C'est la deuxième star du Louvre après, je lis toutes vos réponses en même temps. C'est très intéressant, tous vos avis. Elle est la deuxième star après la Joconde. C'est bien sûr la Vénus de Milo. Alors, moi, quand je la présente, bien sûr qu'on la trouve belle. On la trouve belle parce que ça devient même, on n'oserait plus ne pas la trouver belle. Quand on fait des visites avec les enfants, eux osent vous dire, bah oui, qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport à toutes les autres de la salle du Louvre, par rapport à toutes les autres salles des musées qui présentent des sculptures antiques. Eh bien, on ne peut pas le deviner. Et du coup, les enfants ou les adultes, si vous osez poser ces questions, vous avez raison. Il ne faudrait jamais rien prendre pour acquis. Elle est considérée belle parce que
rare. Pourquoi rare? Parce que c'est la première sculpture grecque et non pas romaine à rentrer au musée du Louvre. Je disais qu'elle avait plus de 2000 ans, elle a été découverte en 1820, apportée au Louvre, offerte au roi Louis XVIII qui lui-même l'offre au musée du Louvre en 1821. Et avant ça, eh bien, on connaissait surtout l'Antiquité grecque par les copies que les Romains en avaient fait. Donc les originaux grecs, c'est très rare, et les originaux grecs en marbre, ça allait encore plus. On en reparlera tout à l'heure pour la question du nu féminin, pour la question de la recherche du mouvement. Sachez juste que quand on l'a montrée la première fois au Louvre, vous voyez qu'elle n'a pas de bras, ou en tout cas qu'ils sont cassés parce qu'elle n'a pas été faite en un seul morceau et qu'elle a souffert avec le temps. Il lui manque aussi un bout de pied, puis il lui manque un bout de nez, mais ça on lui a refait. Et le chignon, vous ne le voyez pas, mais on l'a rattaché derrière sa tête. En tout cas, on l'a trouvé mutilé, donc très laide. Ce n'était bien sûr pas l'avis d'un certain Rodin. Alors Rodin n'était pas là quand on a montré cette sculpture au Louvre, il est né 20 ans après, mais il a passé son temps à aller au Louvre, à faire des copies de sculptures, des sculptures antiques, sculptures médiévales aussi. Et on a des croquis conservés au musée Rodin qui représentent cette grande dame du Louvre. Alors, grande dame, grand monsieur, ici je l'ai vu passer dans vos idées. Qui dit sculpture dit bien sûr Michel-Ange, dit le David de Michel-Ange. On en reparlera lundi, on percera peut-être pas tous ces mystères, mais en tout cas certains. Alors ce David, Michel-Ange, était bien sûr aussi peintre, il était aussi sculpteur, et déjà le premier défi, c'est que vous voyez ici, alors le trou qu'il y a entre le bras et le torse, le trou laissé libre ici pour dégager le bras, paraît-il, ça a été choisi par Michel-Ange eh bien, pour parer un problème, une fissure, un défaut dans le marbre, un marbre de Carrare, bien sûr, réputé pour sa blancheur. Donc, Michel-Ange a su tirer parti de l'étroitesse de ce bloc de marbre. Je reviendrai, qui avait posé problème à d'autres sculpteurs avant lui. Je reviendrai bien sûr sur ce chef-d'œuvre. J'en profite eh bien, pour vous dire qu'ici, on est dans vraiment pour les personnes qui viennent d'arriver, on est dans une session découverte, donc on ne va pas faire un catalogue comme ça, toute l'histoire de l'art, mais quand on parlera de Michel-Ange, on prendra beaucoup plus de temps pour s'arrêter sur ce David. Qui dit David, qui dit nu, dans toujours le top 10 des sculptures les plus connues au monde, on a le penseur de Rodin, je l'ai vu défiler aussi dans vos propositions, et ça n'empêche pas d'avoir des sculptures beaucoup moins connues, en tout cas des artistes beaucoup moins connus. Jérôme Duquesnoy, le Mannequin Peace, vous connaissez cette œuvre-là, et on peut dire oui, mais bon, comparer le Mannequin Peace au David de Michel-Ange, ça ne se fait pas. Oui, mais bah, en fait si, pourquoi? Parce qu'on est dans la sculpture qui est aussi un art qui s'adresse au peuple, qui s'adresse à tout le monde, c'est une sculpture publique, une sculpture populaire. Mais vous avez raison, vous pouvez être gêné de ce petit garçon qui urine, là, qui nous urine face à nous. Pourquoi? Eh bien, ça a été le cas des soldats de l'époque de Louis XV, quand Louis XV, pendant la guerre de succession d'Autriche, avait envahi l'actuelle Belgique, et ces soldats se promenant dans la ville de Bruxelles se seraient amusés avec cette petite sculpture, et puis l'aurait ensuite laissé, j'allais dire laissé pour mort, mais presque, en tout cas déposé à l'entrée d'un cabaret. Alors bien sûr, ça a vexé les habitants de la ville, et un chroniqueur de l'époque pardon, pas de l'époque, au 19e siècle, pardon, donc lui non plus n'était pas là. Un certain Jacques Collin de Plancy nous raconte dans les Chroniques des rues de Bruxelles que Louis XV, pour nous faire sa cour, donc aux Belges bien sûr, donna au Mannequin Peace un habit de chevalier avec le droit de porter l'épée. Il lui conféra la noblesse personnelle et le décora de la croix de Saint-Louis, qui imposa aux troupes la nécessité non seulement de le respecter, mais de lui rendre le salut militaire. Donc vous voyez que cette sculpture, finalement, elle a toute sa place dans l'histoire tout court. Et puis sculpture populaire, tant que je vous en montre des sculptures associées à des villes ou à des pays, là vous la connaissez, la petite sirène d'Andersen pour l'auteur bien sûr de ce conte, mais pour l'auteur de la statue, il est un petit peu moins connu. Edvard Eriksson, c'est un artiste du début du XXe siècle. Pour la veine, je dis la veine, c'est pas les veines du corps, mais pour son style, vous allez voir qu'on ça a quelque chose à voir avec vraiment le mouvement du début du XXe siècle, avec Mayol notamment, ou Pompon, si on va un petit peu plus loin.
La petite sirène, paraît-il, a un pendant masculin maintenant, donc je vous laisserai, regarder, ça, soit si vous nous écoutez du Danemark, soit, si vous allez, eh bien, regarder sur internet. Je réponds tout de suite à une, petite question que je viens de voir. Le Mannequin Peace sur place, oui, c'est une copie parce que, l'original est conservé à la maison de la ville de Bruxelles et sur la Grand Place, eh bien, en tout près de la Grand Place, c'est une copie. Et la danseuse de Degas en cire, eh bien, moi, j'ai choisi de ne pas vous la montrer, mais je vous parlerai de Degas et d'autres danseuses. Oui, c'est aussi une sculpture et on parlera, bien sûr, on inclura Degas quand on parlera aussi de Rodin. Ça me permet, je vous remontre un petit Rodin, un petit pour l'occasion, ça me permet de vous dire que quand on parlera de ces conférences monographiques, le plan, ce sera la chronologie, mais pas de la chronologie bête et méchante. On placera ces artistes dans leur contexte, on essaiera de comprendre pourquoi est-ce que leurs noms ressortent, pourquoi est-ce qu'ils ont influencé les sculpteurs par leur suite, et puis bien sûr quels étaient leurs contemporains. Donc quand on parlera de Rodin, Rodin était un ami de Degas, bien sûr qu'on évoquera Degas et on parlera de cette danseuse, promis. Mais la conférence Rodin, c'est pas pour tout de suite. Et puis je termine simplement mes sculptures les plus connues, je vous l'avais cité, là on le voit, merci Sylvain, donc la Statue de la Liberté, faite bien sûr par deux Français, Bartholdi pour le sculpteur et puis l'ingénieur Gustave Eiffel pour l'escalier hélicoïdal qui permettait de grimper ces 46 mètres de hauteur pour arriver tout en haut de cette sculpture. Saviez-vous que l'idée de réalisation de cette sculpture pour fêter les 100 ans de l'indépendance américaine était venue d'un homme politique français bien avant, à la fin de la guerre de sécession, pour montrer eh bien, le côté, la solidarité des Français vis-à-vis justement eh bien, des vainqueurs de cette guerre. Il y a plein de choses et la sculpture peut être politique. C'est pour ça que je termine par cette sculpture-là, bien sûr, qui rappelle, bien sûr, qui est associée hein, au perron devant lequel Martin Luther King avait prononcé son célèbre I Have a Dream. Et puis simplement parce que vous me l'aviez cité aussi, dans les sculptures les plus connues, bien sûr, qu'on peut aller aussi au Brésil. Ça, c'était pour un petit avant-goût. Merci d'avoir joué parce que vous avez eu tout bon. Voilà, j'en ai cité que 10, mais bien sûr que voilà, c'est absurde de s'arrêter à 10. Il y a plus que 10 sculptures connues mondialement. Alors, maintenant, pas la chose difficile, la chose comme ça qui paraît la plus sèche, mais vous allez voir on va quand même s'amuser et ça va être très simple. Alors oui, on va pas aller beaucoup parler d'Orient, mais je ne résiste pas parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette œuvre. Alors je laisse cette œuvre du musée Guimet à mon collègue Cyril Héroux qui vous l'a peut-être déjà présentée. Simplement, ça me permet de le classer pour parler de le placer et de le classer parmi la catégorie des reliefs. Alors là, j'ai mis bas-relief. Si vous tapez sa référence sur le musée Guimet, où ce bas-relief est conservé, vous le verrez catégorisé comme un haut relief. Alors tout dépend de quoi on parle et par rapport à quoi. Moi, en haut relief, donc vous aurez compris qu'il y a une question d'épaisseur, j'ai choisi de vous montrer une œuvre qui n'a absolument rien à voir. Je rappelle qu'on est là pour parler de sculpture, hein, comme une introduction au monde de la sculpture. Donc ne soyez pas fâchés si vous aviez d'autres idées en tête. Hein, c'est vraiment une des façons de voir les choses et j'espère qu'elle vous plaira. Donc quand on parle de relief, tout simplement, on parle d'une sculpture qui est adossée à un support qui est vraisemblablement, dans la majeure partie des cas, un mur. Hein, on est d'accord. Donc, vous voyez, c'est tout simple. Et si vous vous rapprochez de l'art de la gravure, vous pouvez même vous enfoncer, vous pouvez tailler dans le relief, comme c'est ici le cas avec ce relief de Coisevaux, Antoine Coisevaux. Au passage, on a du stuc et pas du marbre. C'est plus léger que le marbre. Et vous avez souvent, quand vous vous baladez j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui nous écoutait de Fontainebleau, dans le château de Fontainebleau, ou dans n'importe quel château, Louvre aussi, dans les musées, à Versailles aussi, bien sûr, je vous parle de Versailles. Vous avez pour les décorations au mur et au plafond, dans la majeure partie des cas, ce sont des œuvres en stuc et pas en marbre. Pourquoi? Parce que c'est plus léger. Ça coûtait moins cher aussi, mais c'est plus léger. Je ne vous parle pas de la fabrication du stuc, mais vous pourrez, voilà, on pourra en reparler quand on parlera de Rodin, par exemple. Donc ici, vous voyez qu'on a vraiment très peu d'épaisseur, très peu de relief là au-dessus de ma flèche. Et vous voyez que sur cette œuvre, j'ai mis au relief, pourquoi? Parce que la tête du cheval ressort, elle est vraiment en volume. Là, je vous ai mis un détail de la main ici de ce Louis XIV, bien sûr, que vous avez reconnu ici avec toutes ces bouclettes. Il y a Eno
sabot du cheval ressort aussi pour écraser l'ennemi. On est à Versailles, on est dans le salon de la guerre. Cette œuvre est monumentale. Elle est pas au plafond, elle est sur un mur. Votre tête arrive quasiment en dessous. Ça fait longtemps que je suis pas allée juste en dessous, je vous avoue. Mais c'est vraiment saisissant. Donc bien sûr, le but c'était d'écraser l'ennemi et d'impressionner le visiteur. Et je reviens sur mon bas-relief. Alors là, on peut considérer que les personnages principaux ici sont en haut relief par rapport à la frise ornementale. C'est bien possible aussi. Ça illustre un épisode du Mahabharata. On est dans l'arc-mer et vous avez toute la stylisation aussi, dont je ne vous parlerai pas malheureusement parce que voilà, j'ai choisi plutôt de vous parler d'art occidental parce que je le maîtrise mieux. Donc en tout cas, haut relief, bas relief, toujours adossé contre un mur. Et puis alors quand vous avez une sculpture comme le penseur, comme la petite sirène, comme la majeure partie des œuvres que je vous ai montrées en préambule, eh bien là on a des rondes bosses. Rondes, facile, on peut tourner autour, et une bosse parce qu'il y a plein de volumes partout. Vous voyez que c'est très très simple. Je schématise bien évidemment, mais ça permet de faire des petits moyens mémotechniques et de ne pas s'arrêter à ce vocabulaire-là quand vous avez un ouvrage qui vous paraît parfois un peu trop compliqué. Alors, je reviens sur Coisevaux et après, je vous remontre cette image de bloc de marbre. Coisevaux est bien sûr un des grands sculpteurs de l'époque de Louis XIV. Il appartient donc au grand siècle, à l'époque où l'Académie fixait les règles de l'art. Et on voulait à cette époque-là séparer, et c'est d'ailleurs toujours une question que Rodin se posera, qui sera posée à l'époque de Rodin et qui est toujours posée à l'époque contemporaine, on voulait séparer la pensée, la conception intellectuelle de l'œuvre de sa réalisation technique. Et donc, que se passait-il? Eh bien, on n'apprenait pas, quand on sortait des beaux-arts, on n'apprenait pas forcément à tailler le marbre. On apprenait une fois et puis après, vous aviez du succès. On imagine que tout se passait bien. Et il y avait donc des praticiens qui allaient tailler le marbre pour vous. Eh bien, toujours des exceptions. Coisevaux en est une, et Coisevaux tenait justement à tailler ses marbres lui-même. Alors là, je vous parlais d'une œuvre en stuc tout à l'heure, mais vous aurez compris que c'était aussi un grand marbrier. Alors le marbre, ça ressemble à quoi? Vous entendrez très souvent parler de marbre de Carrare. On a, eh bien pourquoi? Parce qu'il était réputé pour sa blancheur. D'ailleurs, je vous montre justement une de ces images ici. Et vous voyez donc un relief. On est bien sûr sur de la pierre. Et quand on fait de la sculpture, eh bien vous pouvez tailler. Vous entendez parfois, je vous ai mis ici, de la taille directe ou de la taille avec mise au point. Alors la taille directe, c'est quand vous avez une sculpture alors, en pierre, pas forcément en marbre, mais elle est très souvent en marbre, en pierre, en bois, en os, en ivoire, en ce que vous voulez, qui est une surface dure et que vous allez, bien sûr, on n'a pas que ces, on a cinq petits outils pour tailler, mais vous aurez compris que l'idée est de vous donner des clés de lecture. On a des outils, alors qui peuvent aussi s'électrifier aujourd'hui, mais grosso modo, ils n'ont pas changé. Vous avez des pointes, bien sûr, il faut rajouter le maillet pour aller donner des coups, des premiers coups pour dégrossir la matière. Vous avez des gradines, les gradines, elles peuvent être dentelées comme ça. Je vous en reparlerai pour une sculpture de Pierre Puget, ça laisse des traces. Et puis, vous avez aussi les gouges. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, si j'enlève ma flèche, c'est mieux, des outils qui sont creux, justement. Et oui, c'est immense ces carrières. Alors, il y en avait des très grands, il y en avait des plus petites. Rodin, lui, avait voulu racheter, subventionner une petite carrière en Turquie qui n'arrivait plus à vendre ses marbres. Ça mériterait une conférence aussi technique sur l'origine des matériaux des œuvres. En tout cas, ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a bien sûr un travail de maîtres carriers qui vont eh bien, tailler les pierres, qu'elles doivent être transportées. Et bien sûr, si on la choisit blanche, ce n'est que l'enveloppe extérieure que l'on voit. Et quand l'artiste va tailler, alors bien sûr, on peut se rendre compte si c'est un marbre de qualité ou pas à l'enveloppe extérieure, mais il peut toujours y avoir des mauvaises surprises. Vous entendez parfois parler de veines de marbre, mais c'est comme les veines du corps humain, hein, ça va être les petits filets de couleurs qui peuvent irriguer la pierre et qui peuvent eh bien, gêner aussi l'artiste dans son travail. Donc là, c'est la taille directe. Quand l'artiste est vraiment très doué, comme Michel-Ange, quand il a l'anatomie, quand il veut représenter la figure humaine, bien sûr, en tout cas quand il a son sujet en tête, il n'a pas besoin de modèle et on dit qu'il taille de chic. Je ne vous l'ai pas écrit, mais ça s'écrit comme ça se prononce de plus loin, C-H-I-C. Il peut bien sûr avoir un modèle qu'il va façonner, alors un modèle bidimensionnel, c'est possible, mais vous imaginez bien que c'est difficile de passer de la 2 dimensions à la troisième dimension. Donc en général, on va avoir un modèle tridimensionnel
pas forcément à échelle, pas forcément à la taille monumentale, surtout si c'est une sculpture publique ou un groupe monumental qu'on vous a commandé, ça gâcherait trop de matériaux. Non, on va avoir bien sûr des études de taille bien miniaturisée. Donc là, je vous ai mis une œuvre d'Andrea del Verrocchio, une figure de bourreau magnifique, vous voyez là, tous les détails, toute la précision. Je lisais certains commentaires tout à l'heure qui nous parlaient des veines qu'on voyait dans le corps. C'est possible en marbre, c'est possible aussi en terre cuite. Alors la terre cuite, ça va pas se tailler bien sûr, ça va se modeler, hein. Vous voyez ici l'empreinte des doigts, mais ça peut servir bien, de brouillon, pour parler vulgairement, à une sculpture qui est ensuite taillée en marbre. On peut, et je l'ai vu défiler aussi dans vos idées, la fameuse porte de l'enfer de Rodin, avoir en sculpture qui se modèle, vous pouvez passer directement au plâtre. Ou alors vous avez une sculpture en terre qui est fragile, la terre, on la classe comme matériau plus fragile que le plâtre, vous avez votre premier modèle en terre, vous ne voulez pas l'abîmer, vous pouvez en faire un moule et une réplique en plâtre. Et là, on touche à quelque chose de très important pour la sculpture. Je vous en parlerai pour Rodin, c'est que la sculpture, comme la photographie, qui est un autre de mes sujets de prédilection, mais ça c'est pour une autre fois, la sculpture est un art du multiple. Quand on parle vous pouvez avoir, j'ai pas encore vu défiler ces questions, c'est normal, on n'en a pas encore parlé, mais la porte de l'enfer que je vous montre, c'est celle qui est présentée au musée d'Orsay. Elle est en plâtre. Vous l'avez en bronze au musée Rodin. Vous l'avez également en bronze dans d'autres lieux, notamment devant le Parlement de Londres. Il y a toute une réglementation de numérotation, mais à partir du moment où vous avez la possibilité de multiplier votre travail, on est bien sûr dans l'art sériel. Les règles changent bien sûr en fonction de l'artiste, en fonction de l'époque. Je reviens à mon vocabulaire, que je ne vous perde pas. On en était à la taille, taille directe, avec ou sans modèle. Quand vous voulez, imaginer, vous êtes praticien, Rodin vous demande d'aller répliquer cette sculpture, eh bien vous pouvez prendre le plâtre et aller fabriquer votre sculpture en marbre en prenant, en copiant le modèle, en vous appuyant sur le modèle préexistant. Ça, c'est de la mise au point. Pas grave si ça reste assez énigmatique. Là, on n'a pas d'image, c'est simplement pour se familiariser avec tout le vocabulaire. Et oui, Claire, je ne vais pas vous contredire sur le travail de Rodin. J'ai commencé ma modeste carrière en travaillant au musée Rodin et c'est un artiste extraordinaire. Je fais un effort pour ne pas vous parler uniquement de Rodin. Donc le plâtre, en tout cas pour l'œuvre qu'on est en train de regarder, c'est l'original. L'original, pourquoi? Parce qu'on n'a pas de modèle en terre cuite aussi achevé que ça, à cette taille-là. C'est la taille définitive de l'œuvre. Et surtout, Rodin est mort avant d'avoir pu faire fondre son œuvre en bronze. Et j'arrive enfin, pardon, à l'épisode de la fonte. Je lis une question, comment on peut voir la différence entre une sculpture faite à partir d'un moule ou taille directe à œil nu? Eh bien, certains connaisseurs, j'imagine, peuvent le voir. C'est très difficile comme ça. Alors s'il y a un modèle préexistant, ça, il faudrait avoir, je le note, j'essaierai de vous montrer ça avec Rodin. Quand on a plusieurs, ça peut être plus maladroit quand la sculpture a été faite à partir d'un modèle préexistant. En tout cas, quand c'est le praticien qui s'y colle et pas l'artiste maître. Et puis, ça me permet de vous parler d'autres choses encore très techniques au niveau de la fonte. Là, je vous montre une sculpture en bronze, exactement les traits de coupe du moulage. Pour avoir une sculpture en bronze, on ne va pas modeler le bronze, bien sûr que non, c'est absurde. On va avoir un moule et en fonction de la technique utilisée, en fonction du moule, quelquefois on a bien des traces, des coutures justement de ce moule. Merci Nathalie, on était sur la même longueur d'onde. C'est bien, je suis bien aidée aujourd'hui, c'est parfait. Et donc Andrea del Verrocchio ici avec une sculpture qui est déjà une des plus belles statues équestres de la Renaissance italienne. C'est frustrant, ça donne envie de parler de Marc Aurèle, de Donatello, de parler aussi d'Henri IV sur le Pont Neuf. On parlait de Louis XIV, on pourrait parler de cette sculpture sur la place des Victoires, mais là, ce serait un petit peu trop parisiano-centré. En tout cas, ici, vous voyez qu'on a ce comte d'Autière, un certain Bartolomeo Colleoni. Je sais que je suis écoutée d'Italie, j'ai honte de vous dire que j'ai fait de l'italien il y a très longtemps, mais qu'on ne m'a jamais comprise, malheureusement à cause de mon accent terrible. Donc, pardon pour la prononciation. En tout cas, ce fier comte d'Autière conduit
Vous voyez, c'est vraiment l'allure digne. Alors c'est pareil, c'est une ronde bosse cette sculpture, donc ça mériterait de la voir sous toutes les coutures. Mais là, on ne serait pas dans, une, œuvre dans une conférence de découverte. Et justement ce cheval a l'air, vous voyez, de sortir du socle ici, hein. Donc il est sur une des places principales de Venise. Je ne l'ai plus en tête. Vous voyez, j'ai recherché plein de lieux, enfin vous voyez, non vous ne voyez pas, mais voilà, celle-ci malheureusement je ne l'ai plus en tête. Pourquoi je passe tout de suite? Pardon, on reste sur cette sculpture. Sur la fonte, parce qu'on a envie de parler d'art, mais là techniquement la fonte, bah, Verrocchio non plus n'y a pas assisté, il était mort avant, le pauvre. On a 2 grands principes, vous lisez ça, vous voyez ça souvent sur les cartels. Vous avez la fonte au sable ou la fonte à la cire perdue. Les 2 techniques, alors là c'est, à l'œil nu, c'est très difficile de se rendre compte comment ça a été fait. Pour les 2 techniques, ça permet quoi? En fait, c'est le fait de couler le bronze en fusion dans un moule autour d'un noyau qui sera ensuite retiré, ce noyau. Donc vous avez dans tous les cas, et c'est le cas avec l'œuvre que je vous présente, une œuvre creuse, hein. Ça allège pardon, son coût et son poids, bien sûr. Et donc, la fonte au sable, même si les 2 techniques, comme la fonte à la cire perdue, existent depuis très longtemps, des temps immémoriaux, je serais tentée de dire ça comme ça. Rodin, 19e siècle, c'est vraiment très souvent de la fonte au sable. Fonte à la cire perdue, en France, nous en France, c'est vraiment apporté par les artistes de la Renaissance italienne et de la Renaissance florentine plus exactement. Mais tout ça, ça reste très technique. Et pas très intéressant pour ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui. Alors, vous voyez, on a fait un petit jeu, on a parlé de quelques vocabulaires techniques, bien sûr que ce n'est pas exhaustif, mais ça vous permet eh bien, de ne plus être rebuté si c'était votre première appréhension de la sculpture. Passons maintenant au plus intéressant. Là, je vais essayer normalement de respecter un ordre chronologique pour vous montrer quelque chose de très important pour la sculpture, sous-titre sculpture figurative. Hein, en sculpture, on a bien sûr, on peut avoir des sculptures abstraites, mais l'abstraction, à l'Antiquité, on ne connaissait pas. Encore une prémisse comme ça en Égypte, pourquoi? Parce que les sculpteurs égyptiens vont être inclus dans la marche, la conquête du mouvement. Regardez cet homme marchand égyptien, cet homme qui va, eh bien, merci pour vos réponses, j'ai vraiment plein d'assistants. Cet homme qui, on dit souvent, pardon, je me reconcentre, on dit souvent que l'art égyptien est statique et hiératique. Vous avez souvent l'image d'un art certes polychrome, mais sans aucun mouvement. Alors c'est sûr que c'est pas un art où on va avoir une rivalité entre les artistes pour développer un nouveau style, pour faire mieux que son prédécesseur. Pourquoi? Parce que l'art est codifié et l'art est divin, donc il est pas perfectible, il est déjà parfait. Donc ça obéit à une codification presque immuable. Alors là, j'entends déjà les égyptologues me tirer les cheveux, bien sûr que j'y vais avec mes gros sabots, mais on a vraiment une idée comme ça de permanence des styles, avec quelques petites nuances, bien sûr, comme toujours. Ici, en tout cas, cet homme, vous voyez qu'il n'est pas figé, mais on va dire qu'il est raide, hein. Il a le bras qui est à droite, mais son bras gauche qui esquisse un mouvement, et puis vous voyez qu'il a son pied aussi, sa jambe qui est avancée. Pour autant, il n'y a pas d'effet de pondération. La pondération, la victoire de Samothrace, je vais la laisser pour tout à l'heure. J'arrive pas à lire votre question, mais je n'en parle pas, mais j'aurais pu l'inclure également. Et elle est importante aussi pour le mouvement, faire des choix. Et donc, on continue avec cette idée de mouvement. Là, on est passé du côté grec avec ce kouros qui nous vient de l'île de Milos et qui fait partie de ce qu'on appelle la période orientalisante de la période archaïque. Vous voyez qu'on aime bien mettre des étiquettes aussi dans l'histoire de l'art. Ça permet de se retrouver. C'est pareil, il faut toujours moduler ça, enfin, manier ça, pardon, avec précaution. On est en tout cas toujours dans l'Antiquité et c'est à cette période-là où Alexandre le Grand a conquis l'Égypte justement qu'on a une influence de la statuaire égyptienne, ne serait-ce que dans la coupe des cheveux ici, influence égyptienne sur la statuaire grecque, ne serait-ce aussi par leur côté ronde-bosse, leur côté monumental. Vous voyez que ce kouros qui esquisse un sourire, mais ce n'est pas une sculpture qui est un portrait, c'est une sculpture votive. La perfection anatomique, on va revoir ça, les détails, on va revoir ça tout à l'heure. Vous voyez que lui aussi esquisse un mouvement, hein, mais qui n'a toujours pas d'effet de son poids sur la marche. Vous pouvez vous lever, sauf si vous êtes dans le train,
Mais remarquez si vous pouvez aussi, sans vous casser la figure, pensez à votre marche. Pensez à votre marche. Quand on marche, essayez de décomposer le mouvement. Vous ne marchez jamais comme ça. Et quand vous marchez, vous êtes d'accord que si vous avez mal au dos, si vous avez mal au cou, tout le corps pâtit, tout le corps est en contact, vraiment connecté avec la marche. J'enfonce des portes ouvertes, oui, mais regardez ici, on a un pied en avant. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'il n'y a pas d'effet sur la ligne de hanche, il n'y a pas d'effet sur les bras, il n'y a pas d'effet sur son émotion non plus. Donc c'est quand même assez raide encore. C'est normal, on maîtrise déjà l'anatomie. Et puis là, grand bond. Alors bien sûr qu'il y a eu plein d'artistes, bien sûr, anonymes malheureusement, pour la plupart d'entre eux malheureusement. Bien sûr qu'il s'est passé plein de choses, mais encore une fois, on prend des petits fragments et point clé, jalon dans l'histoire de l'art, Polyclette. Polyclette, avec eh bien, toute son œuvre qui a malheureusement disparu, même son ouvrage écrit, le canon, donc là on est en Grèce, Grèce classique, 5e siècle avant Jésus-Christ. Dans ce canon qui est connu par d'autres écrivains hein, comme Pline l'Ancien et Plutarque, eh bien, on rapporte que Polyclette prescrivait les rapports de taille entre les différentes parties du corps. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler du rapport de la tête qu'on aurait eh bien, répété 7 fois dans la hauteur du corps, 3 fois dans la largeur. Si vous tendez les bras, vous avez aussi la longueur eh bien, de votre taille. Vous avez plein, bien sûr, qu'on ait pensé à l'homme de Vitruve, pensez au dessin qu'on a fait Léonard de Vinci. Tout ça est fortement mathématique. Oui, mais ça ne concerne que le corps masculin. Déjà, on va y revenir. Et puis ici, alors, l'œuvre, je disais qu'elle était perdue. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je vous montre? Eh bien, une de ces nombreuses copies romaines, celle qui, paraît-il, est la plus fidèle, qui est conservée à Naples. Donc, vous voyez, une sculpture où on va progresser aussi dans les détails, dans l'anatomie. On pourrait parler aussi de l'idéalisation, de la perfection de ce corps grec, mais voilà, on va rester dans notre quête du mouvement. Que fait-il comme mouvement? Eh bien, regardez, vous pouvez faire cet exercice-là, si vous attendez dans la file d'attente du supermarché, vous vous tenez bien droit et au bout d'un moment, vous fatiguez. Donc quand on fatigue, on veut soulager le poids du corps. Qu'est-ce qu'on fait? On s'appuie sur une seule jambe. Et si on s'appuie sur une seule jambe, on va se soulager au moins une jambe qu'on va pouvoir reposer en arrière ou en avant, comme vous voulez, mais vous êtes capable de plier le genou. Ça, c'est important. Tout le poids du corps est là. Que se passe-t-il sur la ligne de hanche? Eh bien, vous voyez qu'ici, en effet, ce mouvement est cohérent. Vous voyez qu'on a les hanches qui partent de travers. Et j'ai mis ici deux mots, un grec, un italien, le contrapposto, pardon, et le chiasme. Je ne vais pas faire semblant d'avoir un accent. C'est quoi? Ça va être justement cette attitude que je suis en train de vous décrire et qui attitude qui a aussi un effet sur le haut du corps où vous voyez qu'on a comme un X en fait, un balancement des hanches qui va être contredit par celui des épaules. Alors c'est pas tout à fait très net ici, il y a des sculptures qui le montrent encore plus, mais je tenais à tout prix à vous montrer ce dorifort. Et puis l'animation des bras aussi se fait en parallèle de celle des jambes. Ce mouvement-là, une fois que vous l'avez en tête, contrapposto, cet appui, ce hanchement, cet effet de la pondération, vous pouvez vous balader dans n'importe quel musée où vous avez des sculptures figuratives et vous pouvez vous amuser à regarder comment l'artiste décline cette position. Quand on parle de révolution d'art grec, vous avez peut-être déjà eu des conférences, il me semble que oui, sur l'art grec, c'est vraiment pour ça que c'est plus qu'un jalon. Ça a vraiment marqué toute l'histoire de l'art et pas seulement sur la sculpture. En peinture aussi, il y a eu des effets. Mais bien sûr, en sculpture, en premier chef. Je continue sur mon mouvement. Vous voyez que cette sculpture initie aussi un contrapposto. Je parlais du nu idéal chez les Grecs, nu masculin. J'avais ouvert cette parenthèse. Petite parenthèse ici, nu féminin, oui, il apparaît un petit peu plus tard, un siècle après, avec Praxitèle. Premier nu féminin, bien sûr, ça va être Vénus, hein, on est dans la mythologie. Le nu biblique, il faudra attendre le XIe siècle, si je ne vous dis pas de bêtises. Le nu féminin, en tout cas, n'est pas codifié. Bon. Pourquoi? Eh bien parce que tous les calculs avaient été faits pour des corps d'hommes, corps de femmes intéressés plus pour le côté séduisant, le côté décoratif. Bref, on continue, parenthèse fermée, avec cette Vénus de Milo, corps de femme nue, toujours une Vénus, qu'on devrait appeler Aphrodite d'ailleurs, vu qu'elle est grecque. Et vous voyez qu'elle aussi esquisse, même qu'elle fait plus qu'esquisser, son hanchement est beaucoup plus prononcé. On a l'impression qu'elle a cette jambe en hauteur. Et je disais tout à l'heure, j'ai attiré votre attention sur le fait qu'elle avait le pied cassé. Cette sculpture est fragmentaire, on l'a évoqué tout à l'heure. Était-elle seule?
On ne sait pas. Si vous êtes allé dans les Cyclades ou si vous allez vous rendre dans l'île, sur l'île de Milos, vous verrez qu'on a eh bien, toujours en tête le lieu de découverte de cette sculpture, que les fouilles continuent, et peut-être on a retrouvé sa main, on a retrouvé la pomme qu'elle tenait dans la main, peut-être qu'on retrouvera son compagnon, peut-être qu'elle était accompagnée d'Arès ou Mars, le dieu de la guerre, son amant, peut-être que c'est pour ça qu'elle était appuyée. En tout cas, vous voyez que le mouvement prend de l'ampleur et qu'on a l'impression, alors je suis très pragmatique, mais je vous parlais tout à l'heure d'être debout dans une salle d'attente ou dans la file du supermarché. Maintenant, vous faites la vaisselle. Et oui, on est une sculpture, on est une sculpture, on est une conférence mobile. Vous avez un torchon, vous allez le tordre. Eh bien, imaginez là que cette sculpture est miniature et malléable. Vous voyez qu'on a un effet de torsion. Enfin, j'espère que vous arrivez à le voir parce que je ne peux pas tordre ma sculpture, mais elle se tourne ici vers le centre et là aussi, ça remonte vers le centre. Et ça, c'est vraiment un mouvement. On maîtrise le corps, on maîtrise ce contrapposto, donc on en fait plus. Voilà, plus aussi sur la musculature. Mais j'ai d'autres sculptures à vous montrer, donc je continue. Alors, on retourne sur le corps masculin avec Donatello. Donatello, bien sûr, grand sculpteur. Il me semble aussi avoir vu passer des conférences sur Donatello, sinon ce sera à faire une prochaine fois. Grand sculpteur florentin qui fait partie des artistes qui ont redévelopper la sculpture avant Michel-Ange. Cette sculpture-là, le David, alors le David de Michel-Ange, je vous l'ai montré, le David de Donatello est complètement différent, mais vous voyez que dans notre quête du mouvement, on a toujours ce contrapposto, ce hanchement très prononcé, appuyé par ce coude ici, de ce bienheureux vainqueur de Goliath. Alors on a du mal à apercevoir sa tête, mais vous avez son œil ici et puis son nez là. Et alors, on est dans un nu masculin qui est le premier nu masculin, mais un nu tout court, en bronze, à taille humaine, de la Renaissance, sans que cette sculpture soit un relief, sans que cette sculpture soit adossée à un mur. On aime bien toujours mettre des jalons dans l'histoire de l'art. Cette sculpture est mi-publique, mi-privée. Oui, il a une belle expression vous voyez, c'est Donatello, il est tout frais, tout est résumé. Vous connaissez bien sûr la source biblique de ce jeune héros vainqueur de ce géant Goliath. On a du mal à se rendre compte de ce géant vu qu'on a uniquement la tête. On n'a pas de scène d'horreur ici, pas de sang qui dégouline. Ça avait l'air tout simple, mais regardez l'épée démesurément lourde et grande par rapport bien, à ce bras très peu musclé, mais ça suffit. Et puis, ça suffit pour vaincre ce géant. Alors, d'antique, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a ce mouvement et puis le pétase ici et les cnémides. Après, pour la stylistique, on est dans un style proprement florentin et propre à Donatello. Il y a plein de petites voilà, nuances. En tout cas, moi, j'en parlais pour le mouvement. Et ce mouvement va continuer à la Renaissance, Renaissance qui se termine avec Michel-Ange, deux formidables œuvres qui viennent d'être restaurées et donc qu'on peut admirer de nouveau au Louvre. Alors sur la gauche, je vous montre la sculpture ici, que l'on voit à peine sur cette photographie-là, deux œuvres que je vous détaillerai vraiment en long, en large et en travers lors de la conférence de lundi sur Michel-Ange. Là, je vous en parle pourquoi? Eh bien, parce que c'est une œuvre qui n'a pas été achevée. Et je vous en parle pourquoi? Je vous en parle simplement pour la différence entre les deux. Ici, on a un esclave lascif, esclave endormi. Ici, un esclave surnommé rebelle. Alors, tous les deux, réalisés par Michel-Ange de chic, sans modèle. Perfection anatomique. Et regardez ici, alors on n'a pas de lumière, mais et j'espère que vous vous en rendez compte, c'est serein. Ça a beau être un esclave, on n'a pas quelque chose d'aussi torturé, d'aussi, voyez, vous vous rappelez ce que je vous ai dit avec la Vénus de Milo, que la sculpture allait se tordre, allait se recentrer, comme se concentrer sur l'axe ici des muscles, des pectoraux, du nombril. Ici, vous voyez, elle est beaucoup plus plane, beaucoup plus détendue, beaucoup plus lisse, beaucoup plus paisible. Et le côté torturé, ce sont mes mots, mais ce côté torturé, eh bien, il est propre à l'art de Michel-Ange. Pensez ce qu'il fait aussi à la Sixtine avec ses Ignudi. En tout cas, il va magnifiquement maîtriser le mouvement.
On peut avoir aussi des sculptures assises, des sculptures dans toutes les positions. Moi, j'ai resté sur la position debout. On continue, Jean Bologne ou Gian Bologna, quand il va faire sa carrière du côté italien, va représenter vraiment la suite avec son Mercure volant des lois, des défis lancés aux lois de la pesanteur. Vous voyez ici, alors cette œuvre serait impensable en marbre, hein, ça ne tiendrait pas. Là, vous avez le souffle ici du vent qui va permettre l'envol de Mercure avec le geste de l'index. Elle existe en plusieurs exemplaires à des tailles plus ou moins réduites. Elle est extraordinaire, cette œuvre-là. Là, je vous montre celle qui est conservée au musée du Louvre. Et puis, pour continuer la quête du mouvement, vous voyez qu'on peut aussi avoir des groupes sculptés. On avance dans le temps. Je vous ai dit que j'essaierais d'être chronologique. On arrive au Bernin. Le Bernin et le Bernini, c'est ce grand artiste né en 1598, décédé en 1680, donc artiste du XVIIe siècle, qui va aussi aller fricoter du côté français, du côté du classicisme français. On va voir comment tout ça se mêle. En tout cas, lui, il est réputé pour être un artiste baroque. Et bien Valérie, on en reparlera du Bernin. Moi, le plus dur dans cette conférence gratuite, c'était de ne pas tout vous montrer tout de suite et de choisir à chaque fois une œuvre. Bien sûr que c'est une œuvre magnifique du Bernin, mais qu'il y en a plein d'autres, tout aussi belles. Ici, un enlèvement. Alors, petit rappel, là, on n'est pas dans la Bible, on est chez Ovide. Daphné et Apollon. Apollon, ici, va pourchasser Daphné. Daphné, ça veut dire laurier en grec. Daphné, on verra pourquoi, mais elle ne peut pas succomber au désir, à l'amour d'Apollon, à cœur de pierre à cause de Cupidon. Donc elle prie les dieux pour se transformer en arbre et en laurier plus exactement. Et regardez ici, maîtrise du corps, maîtrise du mouvement, on est sur de la métamorphose, exactement. Oui, Marie-Claire, je vais essayer de ne pas me disperser. Donc, on est toujours sur cet élan et sur vraiment cette recherche du mouvement. Vous voyez que là, alors bien sûr qu'on n'avait pas la photographie à l'époque du Bernin, bien sûr que non, mais on est sur un arrêt sur image, comme si on avait arrêté le temps. Il y a plein de choses à dire sur les froids, sur les sentiments, les passions, etc. Et puis, toujours sur mon mouvement, alors là, vous allez me dire qu'on peut tricher. On peut tricher parce qu'on peut avoir un groupe sculpté. C'est le cas ici de cette fontaine de Diane par cet artiste italien. Toujours, hein, là, on avance dans le temps. En grand bond, on est au XVIIIe siècle avec Solari, notamment, et Persico. On est sur Diane qui va aussi métamorphoser un chasseur en cerf. On ne voit pas tous les détails, ça c'est simplement pour l'anecdote, pour vous montrer un petit peu comment on parle d'une sculpture égyptienne ou une sculpture de l'époque préclassique grecque, assez rigide, et on va vers l'élan. Alors attention, il n'y a pas de jugement de valeur. Je ne dis pas que la sculpture égyptienne est moins belle que ce que je suis en train de vous montrer. Non, ce n'est pas la même époque. 1, 2, 3, ce n'est pas la même époque. On ne recherche pas du tout la même chose. Là, c'est vraiment le parti pris de montrer l'évolution du mouvement. Et oui, les sculptrices, et malheureusement, on en a très peu. Alors ça aussi, d'ailleurs, c'est rigolo, j'avais ça aussi en tête à vérifier avec Julie, parce que je ne suis pas toutes les thématiques tellement vous avez de conférences prévues. Mais les femmes artistes, ça aussi, c'est un sujet. Malheureusement, on l'a vu que je suis dans les œuvres les plus connues, je vous montre les hommes, malheureusement. Alors Edgar Degas, c'est pas la danseuse de 14 ans, mais c'en est une autre. Pourquoi? Je voulais vous montrer cette œuvre-là pour le mouvement. Là, vous voyez, défi aussi de la pesanteur, c'est pas le mercure, mais elle est presque en train de voler. Comme vous le savez, j'imagine déjà Degas s'intéresser aux courses de chevaux, aux danseuses aussi. Et que va-t-il faire? Il va modeler en terre énormément de mouvements. Et c'est pour ça que je l'inclus ici. Ce n'est pas le portrait de telle ou telle danseuse, ce n'est pas une commande. Non, il s'exerce à travailler avec ses doigts, à modeler, comme Rodin, son ami, les mouvements. Et donc, bien sûr, les danseuses, ça c'est très important. Et il est mort avant la réalisation en fonte de ces œuvres-là. C'était des brouillons pour lui. Donc certaines, n'avaient jamais été montrées de son vivant, et il y en a de très beaux exemplaires au musée d'Orsay. Et puis, toujours un petit point d'interrogation quand on parle du mouvement. Je vous laisse regarder cette œuvre-là, L'homme qui marche, gros point d'interrogation. Alors le point d'interrogation, je le rajoute. Est-ce que cet homme est en train de marcher? C'est une œuvre de Rodin. Apparemment, on est là au
Alors, je vais dire fin 19e siècle parce que Rodin l'a conçu fin 19e. C'est toujours, alors je parlais d'art du multiple, Rodin lui revient sur ses œuvres, il l'agrandit, on est en 1907, il l'expose, et forcément ça fait scandale. Et des scandales, il y en a à cette époque-là, sur la question du mouvement, sur la représentation du mouvement. Pourquoi? Parce qu'on a la naissance de la photographie, on a la chronophotographie depuis les années 1880, et on est en train de remettre en cause la représentation du mouvement par les artistes. Notamment le Derby d'Epsom de Géricault, c'est une peinture, donc elle n'a pas place ici. Et Rodin, ça l'énerve, il est très souvent irrité. C'est-à-dire, ce jeune homme reste un jeune homme jusqu'à la fin de sa vie. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour lui, l'artiste a raison. Donc, si lui a décidé que cet homme était en train de marcher, il l'est. On regardera les détails. Je vous mets au défi de marcher comme lui, avec d'aussi grands pas, et sans soulever, sans effet de pondération, et sans soulever les talons. C'est quand même extrêmement difficile. Et oui, Carpeau aussi. Et oui, j'en ai trié. En fait, je l'ai retiré, Carpeau. Vous voyez, c'est pas possible, hein. On va faire 3 heures de conférence. Mais non, 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 on continue. Alors, vous voyez, sur le mouvement, bien sûr que ce n'est pas exhaustif. Déjà là, en écoutant, vous avez encore plein d'autres idées. J'espère qu'en tout cas, ça vous donne une petite idée de l'évolution du mouvement. On continue ici, autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus de mouvement. Ça veut dire que je vais vous montrer d'autres œuvres pour, eh bien, la thématique du rendu des détails. Parce que quand on regarde une sculpture, eh bien, alors, en peinture aussi, c'est important les détails. Mais ce qui est en sculpture, on a très souvent des sculptures monochromes. Donc vous êtes d'accord que c'est pas la même chose que de la peinture, et donc les détails et les jeux de matière ont encore plus d'importance. Je reste sur Rodin avec une œuvre. Vous pouvez me le mettre en commentaire si vous la connaissiez. Elle est rarement exposée. Je ne sais, à ma connaissance, il n'y en a aussi qu'un exemplaire, parce qu'elle est le fruit du hasard. Alors, je ne dis pas qu'on est sur la notion contemporaine du hasard chez Rodin, et ça, je l'ai su, ça me renvoie à mes études. J'avais étudié auprès, eh bien, la descendante d'un certain Jacques-Ernest Bulloz, qui était un photographe professionnel chez Rodin et qui notait tout, et qui a noté, tenez-vous bien, la réalisation de cette œuvre. Et oui, c'est Camille Claudel qui va poser, qui pose, hein, pour beaucoup d'œuvres. On reconnaît son visage, elle est transformée normalement en alsacienne. Et puis Rodin, là, ne taille pas lui-même cette œuvre-là. Il en a fait un brouillon, terre cuite, plâtre, et puis il y a un praticien qui doit continuer à tailler avec la mise au point, donc avec des compas. Donc ce praticien, eh bien, réalise des points de mesure sur justement le brouillon, et puis il a un doute. Il a un doute sur le coup. Doit-il laisser le coup apparent ou réaliser un col au trépan? Le trépan, on va le voir sur la diapo suivante. Il ne sait pas. Il ne sait pas, donc il interroge le maître. Vous voyez, il s'arrête, parce que s'il fait une erreur, on ne peut pas rajouter, hein, le bout de marbre qui manque. Il s'arrête, et donc c'est là qu'intervient Bulloz, le photographe, qui va noter ça. Rodin s'interrompt de la discussion qu'il a avec ce photographe et demande au praticien d'arrêter l'œuvre. Pour lui, ça y est, l'œuvre est arrêtée, c'est la pensée qui émerge de la matière. Et vous voyez que là, on est sur l'inachevé. Pourquoi? Parce que vous avez un bloc de marbre laissé à l'état brut. C'est pas Rodin qui a inventé ça. Il faudrait justement revenir à Michel-Ange. Ce sera notre sujet de lundi. Alors là, vous êtes d'accord qu'on n'est pas du tout sur l'inachevé, ce n'est pas du tout le même sujet, on n'est pas dans l'ordre chronologique, mais on compare le travail ici au trépan. Rodin savait aussi travailler des œuvres finies, léchées, pourrait-on dire, au trépan. Le trépan, c'est quoi? C'est un outil qui permet de faire des trous dans le marbre. Donc regardez ici sur la chevelure, les bouclettes de Louis XIV, forcément, il faut faire des trous. Sur le col en dentelle aussi. Hein, donc, vous voyez, ici, je vous ai choisi cette œuvre-là que je trouvais symptomatique de ce formidable travail de précision. Alors, ici, le drapé mouillé. Le drapé mouillé, on évoquait, pardon, la victoire de Samothrace. Je ne sais, j'ai pas eu le temps, pardon, de lire la question, mais la victoire de Samothrace, donc sculpture antique, troisième grande dame du Louvre, hein, qui prend place en haut de l'escalier moulien, de l'escalier, pardon, d'arrive au Louvre. Vous avez cet effet de drapé mouillé. Eh bien, ce n'est pas que dans l'Antiquité qu'on va maîtriser ça. Je vous montre ici une œuvre formidable, une œuvre que l'on connaît, et malheureusement, souvent, on oublie son auteur italien, Giovanni Strazza, qui est un virtuose, justement, de ce travail en minutie. C'est un élève de Pietro Tenerani, qui est lui-même élève de Canova.
Canova, on en reparlera une prochaine fois. On est sur du marbre de Carrare. Pourquoi? Eh bien, pour les effets de transparence. Et vous voyez qu'on a un effet, justement, assez une ambiguïté sur la lecture de l'œuvre. C'est une vierge, donc Marie, la Vierge Marie, et cette œuvre a quelque chose, une dimension d'érotisme assez flagrant, hein, sur le travail comme ça en transparence. Si vous vous demandez pourquoi elle est au Canada, eh bien c'est parce qu'il y a un évêque, je ne sais plus en quelle année d'ailleurs, un certain John Mullock, qui a acheté cette œuvre-là pour l'installer dans sa nouvelle cathédrale de Terre-Neuve. Il voulait de l'art moderne pour son église, il a eu bien raison. Toujours dans ce travail de drapé, de détail, même veine avec Giuseppe San Martino, hein, le Christ voilé. Alors cette œuvre-là, elle mérite aussi le détour. Et pour la petite anecdote, c'était tellement beau qu'on a cru que c'était irréel, on a cru qu'il avait triché, on a cru qu'il y avait de la sorcellerie dedans et que c'était alors soit du faux marbre, soit du tissu réel, soit que ça aurait été fait par le diable. Tenez, rendez-vous compte, non, non, c'est vraiment un vrai travail fait pardon, sur le marbre. Et oui, il y a plein d'autres exemples aussi sur la transparence. Alors toujours sur le rendu des détails, je l'évoquais tout à l'heure, le Bernin 17e baroque ici avec le Milon de Crotone, ce vainqueur des Jeux olympiques qui ne croit pas qu'il est âgé, qu'il a moins de force et qui décide de déchirer à main nue, de séparer ce tronc d'arbre en deux. Vous voyez ici le détail de sa main qui reste coincée dans le tronc d'arbre. Il est en pleine forêt, logique, on est avec un tronc d'arbre. Il y a un loup qui vient. Ce loup est transformé en lion. Oui, Louis XIV, c'est la commande de Louis XIV pour les jardins de Versailles. Louis XIV trouvait le lion plus chic, bref, plus noble. Et donc, vous avez ici un travail sur les textures entre les veines saillantes aussi, qu'on revoit comme chez Michel-Ange, comme chez le David de Michel-Ange. Vous avez la texture des poils pardon, de l'animal, du lion, les griffes qui rentrent littéralement dans la chair de l'homme, et puis bien sûr le travail du tronc d'arbre. C'est extraordinaire. Et là, ah bien malheureusement, alors les conférences, ça a un avantage extraordinaire, c'est de mêler plein d'œuvres qui sont dispatchées à travers le monde, mais ça ne remplace évidemment pas une visite de musée, donc ça donne, si ça peut vous donner envie de retourner au Louvre, dans cette cour où cette œuvre est conservée, il n'y a pas grand monde. Allez faire le tour de cette ronde bosse, justement. Une autre ronde bosse ici, antique, eh bien, c'est l'hermaphrodite endormi. Ça, c'est une copie romaine, en tout cas, on suppose que c'est une copie romaine d'un original grec perdu, comme bien souvent c'est le cas. Ce qui va m'intéresser, c'est le matelas. Regardez, alors j'espère que ça ne va pas vous endormir, mais ça donne envie de s'allonger. Vous voyez la délicatesse, on y croit. On a l'impression que c'est du Jeff Koons, justement, il y a une erreur, c'est un vrai matelas, ce n'est pas possible. Eh bien non. Et ce matelas est un rajout du Bernin, bien sûr. Le Bernin qui avait donc cette commande pour eh bien, aller rajouter justement du réalisme à cette œuvre-là. Alors ce n'est pas le goût de tout le monde, ce rajout. Aristide Maillol. Aristide Maillol, c'est l'auteur de cette œuvre-là. Aristide Maillol aurait eu ces mots en 1932. L'œuvre est en France depuis Napoléon. De grâce, au nom du bon goût, au nom de la logique et du bon sens, que l'on laisse à sa sculpture antique ce qui est antique et que l'on envoie où l'on voudra ce qui est du XVIIe siècle. Bon, je ne me prononce pas là-dessus. En tout cas, c'est Mayol que je vous montre ici à l'écran. Mayol, artiste du XXe siècle, qui lui aussi va eh bien, orner le jardin des Tuileries comme des sculptures plus anciennes. Donc, on a mélangé l'ancien et le moderne, n'en déplaise à Mayol. Et en effet, tout en rondeur, la Méditerranée, vous voyez, elle est au niveau de l'expression, eh bien, lascive, elle est rentrée en elle-même. On a aussi une certaine géométrie. Vous pouvez vous aider, hein, vous amuser, pardon, à voir justement tous ces triangles. Et on est dans l'après-Rodin. Et le pendant Rodin, c'est quoi? Alors, je ne montre pas du Rodin, je montre Camille Claudel, qui fait ici du Rodin, ou Rodin fait du Claudel. Ça, on débattra de ça plus tard. En tout cas, ici, vous voyez, sur les effets de matière, on n'est pas chez les matiéristes, ce nom, ce serait pour les artistes du XXe siècle, mais sur de l'expressionnisme. Pardon. On va vraiment travailler les textures. Sur Mayol, c'est un tout petit peu plus tard seulement. Là, on est sur une rondeur, sur une simplification. C'est Belmondo, bien sûr, je ne l'oublie pas, mais vous voyez qu'on est déjà sur 1 heure de conférence et que ça va trop vite. Et en effet, c'est frustrant, mais bien sûr, Belmondo qui a son travail Apollon de Paul Belmondo qui est exposé aux Tuileries. Et Pompon et Bourdelle aussi, mais oui, bien sûr. Mais oui, il faudra faire plein de conférences sur toutes ces sculptures.
Et je ne vous parle pas en effet de la couleur, je parle du bronze. Je reviens par rapport à la question de Marie-Claire justement sur cette tonalité. Je ne vous ai pas parlé de patine. Quand on a une sculpture en bronze, on a une étape cruciale aussi. Alors, on n'a pas parlé de tous ces détails-là d'édification, je vous ai simplement parlé de la fonte, mais on peut peindre. Alors, peindre et recuire, on appelle ça la patine, et on peut choisir. Alors, ça va du brun au marron au vert, et puis bien sûr, en fonction, là, c'est une sculpture qui subit les intempéries, ça va aussi varier. Pensez, si vous allez devant le Sacré-Cœur a des sculptures en bronze et la patine eh bien, va couler, débouliner carrément sur l'architecture. Je reviens à Pompon. Là, vous êtes d'accord que ce n'est pas expressionniste, qu'on n'a pas de détails. Pourquoi? On est dans la veine un petit peu plus loin, encore plus poussée que Mayol. On abandonne tout rendu réaliste et je rappelle que c'était mon point de focalisation de cette sous-partie, pardon. Et que nous dit Pompon? Il nous dit: «Je conserve un grand nombre de détails destinés à disparaître. Je fais l'animal avec presque tous ces falbalas et puis petit à petit, j'élimine». Alors pourquoi sculpture animalière? Là, j'ai fait une petite entorse à ma figure humaine, parce que Pompon était un praticien, pardon, de Rodin, et que pour se détacher, donc ça veut dire qu'il savait faire du Rodin, et pour ne pas avoir la tentation de faire du Rodin, eh bien, il a fait des choses que Rodin ne faisait pas, la sculpture animalière, et il a très bien réussi. On continue donc cette question de réalisme justement. Cette question de réalisme, on la voit avec Michel-Ange ici, et ce David. Alors, j'évoquais Mayol, je vous invite à aller au musée Mayol où vous avez une exposition, en ce moment qui vient d'ouvrir aujourd'hui sur l'hyperréalisme. «Ceci n'est pas un corps», avec une référence à Magritte. Je ne peux pas vous montrer ces images-là car il s'agit d'art contemporain, donc question de droit à l'image, mais dans cette exposition, on revient sur l'influence qu'ont eu Rodin, qu'ont eu Michel-Ange sur les sculpteurs contemporains. Donc vous voyez que ça dépasse eh bien, notre champ d'art ancien. Donc là, oui, on a tous les détails de l'anatomie, on parlait des veines, on parlait de l'ossature, de la vraisemblance, oui, mais c'est idéalisé également. Donc on peut se poser cette question de réalisme. Et puis la sculpture n'est pas une marche vers justement cette idée de réalisme. On peut s'intéresser à autre chose. C'est le cas pendant la période médiévale, ici avec une Vierge à l'enfant qui n'est pas moins belle ou moins bien réalisée qu'une œuvre qui serait réaliste. Non, c'est une œuvre qui est faite pour transmettre autre chose. Une œuvre d'église, une œuvre religieuse, chrétienne bien sûr. Et la Vierge Marie, là, dans sa raideur, on parle de trône de sagesse, de sedes sapientiae, merci pour les commentaires. On est justement sur une raideur. Pourquoi? Parce qu'elle n'est là à cette époque-là de la doctrine de la pensée religieuse, parce que bien sûr ça va évoluer, elle n'est là à cette époque-là que pour transmettre le Christ. Elle n'a pas encore le rôle majeur qu'elle aura par la suite. Donc vous voyez que ça se voit dans sa raideur. Donc ce n'est pas réaliste, mais ça n'a pas vocation à l'être. Et puis toujours pour aller dans cet exemple-là, les fameuses statues colonnes des ébrasements des églises. Ici, je vous montre une vue partielle d'un des portails de la façade occidentale de Chartres, enfin d'un des ébrasements, pardon. C'est extraordinaire, ces statues complètement allongées. Alors bien sûr qu'on n'est pas ici dans une recherche de réalisme, ça n'aurait pas de sens. Et puis pour terminer ce petit exemple ici, le tympan de l'église Sainte-Madeleine à Vézelay, où vous avez le peuple aux grandes oreilles, ces fameux panotis qui n'apparaissent pas que là, qui étaient déjà connus dès l'Antiquité, ces oreilles qui leur permettaient d'aller se coucher carrément. Ça fait partie des peuples qui vont être réveillés justement par le jugement dernier et les anges du jugement dernier dans ce tympan de Vézelay. On continue alors sur cette question de réalisme, point d'interrogation. Ici, Girolamo della Robbia sur, alors c'est une œuvre partielle qui est au Louvre et qui devait faire partie d'un immense monument funéraire commandé par la reine Catherine de Médicis dans la tradition des grands monuments tels que les avaient fait Louis XII et François Ier auparavant. Catherine de Médicis, je le rappelle, est l'épouse d'Henri II. Henri II meurt avant elle et Catherine de Médicis va commander l'ensemble de l'œuvre à un artiste italien, donc Girolamo della Robbia. Réaliste, oui, mais vous avez un gisant, donc ce serait la reine une fois morte. Alors ça, ce n'est pas della Robbia qui l'a inventé, ça fait partie de toute une idée aussi, un développement de l'art funéraire.
L'œuvre a été abandonnée. Si vous allez dans la basilique, cathédrale d'ailleurs de Saint-Denis, nécropole des rois de France, vous verrez un gisant de Catherine de Médicis, mais pas celui-ci. Non, celui fait par Germain Pilon qui fait, ressembler Catherine de Médicis à une Vénus. Elle a beaucoup plus de chair qu'ici. C'est censé être un transi, mais je vous laisse la surprise, je vous le montre pas. Vous pourrez le chercher sur internet ou vous balader aussi à Saint-Denis. Et peut-être que Catherine de Médicis a refusé cette œuvre-là parce que c'était trop glaçant pour elle, ou peut-être que l'artiste a eu un problème de réalisation dans le marbre. En tout cas, la question reste ouverte et on est vraiment dans un réalisme accru. Ici, je continue sur mon réalisme avec un corps décharné et le portrait de Voltaire nu par Pigalle. Voltaire était encore vivant. Il n'avait que 76 ans à cette époque-là, mais il sortait d'une longue maladie. Il était décharné et il y a eu une souscription publique de philosophes, à la demande de philosophes, dont Diderot, d'Alembert, pour rendre hommage à Pigalle. Alors bien sûr qu'il en est honoré. Il va être content du choix de cet artiste que vous m'avez cité aussi au tout début de cette conférence. Tout le monde ne l'a pas vu, mais Pigalle, bien sûr, un grand artiste français du XVIIIe siècle. Et alors, ce n'est pas un artiste qu'on dit réaliste, mais il va choisir de réaliser ce portrait de Voltaire sans concession. Réaliste, serait-on tenté de dire, sans parler du thème, sans parler du mouvement, mais réaliste dans les faits. Pourquoi? Parce qu'il veut montrer que c'est un vieil homme qui reste digne. Regardez son visage, pas besoin de zoomer dessus. On voit qu'il a encore tout son esprit. Et là, vous voyez ici, comme un phylactère, il a des outils, voilà, pour encore écrire, avoir de plein de belles idées. Pardon. Donc Pigalle, Voltaire a été choqué de cette œuvre-là. Elle a bien sûr créé aussi un scandale, mais il l'a accepté au nom, de la liberté d'expression. Alors liberté d'expression, ici encore bien en chair, un corps réalisé par Canova. Donc là, je ne respecte pas tout à fait l'ordre chronologique, mais c'est pour avoir un fil à suivre ici. La Vénus Victrix, alors là, ça n'aurait choqué personne si c'était simplement une Vénus antique, mais il s'agit de Pauline Bonaparte, qui a épousé en seconde noces Camille Borghese. Et Camille Borghese va commander cette œuvre à Canova. Cette œuvre est montrée, et alors là aussi, gros scandale. Pourquoi? Parce que on reconnaît bien sûr le portrait de Pauline. On pouvait avoir des portraits, c'était la mode d'avoir des portraits mythologiques, mais bien souvent, on était quand même drapé et on était plutôt représenté en Diane, qui est une déesse chaste, ou Artémis bien sûr pour son nom grec, très rarement en Vénus, qui est la déesse de l'amour. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas de doute, elle a même une pomme pour montrer qu'elle a gagné à l'élection l'élection, ce n'est pas le terme, mais en tout cas qu'elle a été élue la déesse la plus belle et que Paris lui a remis cette pomme. Le scandale vient du réalisme de l'œuvre. Vous voyez qu'il y a des plis ici très charnels. Pauline aurait posé nue. Donc, imaginez, vous recevez, vous tenez salon, vous posez nue, vous montrez une œuvre qui vous représente nue, forcément, ça donne de quoi rougir. Alors, est-ce que Balzac a rougi de se retrouver nu? Non, parce que lui-même était mort. Par contre, sa femme n'a pas du tout apprécié cette œuvre. Je retourne à Rodin. J'espère que je vous mets l'eau à la bouche avec Rodin. Rodin qui a lui aussi une commande. Alors, ce n'est pas une commande funéraire, c'est aussi une commande honorifique de la Société des gens de lettres pour rendre hommage à ce grand écrivain qui était Balzac. Alors, Rodin n'a pas pu rencontrer Balzac parce qu'il est mort en 1850. Rodin n'avait que 10 ans, mais il connaît son portrait, notamment par la photographie, mais il décide de ne pas être réaliste. Il décide d'héroïser aussi son personnage, il décide de ne pas être réaliste. Pardon, au départ, il l'est, mais il veut suivre Pigalle, il représente justement un Balzac un tantinet trop réaliste parce que, vous voyez son corps, là, il n'est pas du tout comme un héros grec. Donc ça ne passe pas. Donc il va passer à une autre idée. C'est le Balzac que vous connaissez très certainement, l'œuvre finale qui n'est plus du tout dans les détails réalistes. Il est passé à autre chose, figure du génie qu'on expliquera lors de la conférence dédiée à Rodin. Et on continue toujours sur ma recherche, alors cette fois-ci de l'émotion et de l'expression. Quelques images pour terminer cette conférence. L'émotion. Il y a eu une très belle exposition, malheureusement terminée au musée Marmottan. Ça paraît tout bête de dire l'émotion. Eh bien oui, mais de déformer son visage et puis le reste du corps, parce que vous êtes d'accord que quand on est heureux, ça ne s'arrête pas qu'au visage, que c'est tout le corps qui vit
Encore une fois, on enfonce des portes ouvertes, mais non. Pourquoi? Parce qu'au départ, on détachait l'influence physique de l'émotion qu'on allait ressentir. Et là, je vous montre l'ange au sourire, qui fait partie des plus célèbres œuvres médiévales de la cathédrale de Reims. Il a l'air très naturaliste, très réel, il peut nous faire sourire, cet ange. Oui, mais c'est un sourire stylistique. Le sourire dit Saint Louis, le sourire du XIIIe siècle, en date de réalisation de cette œuvre-là. C'est une codification, comme celle du Kouros. Donc il n'y a pas forcément d'émotion ressentie physiquement par cet ange ici. C'est codifié. Donc il faut toujours manier les œuvres et leur contexte avec précaution. L'émotion, par contre, ici, avec Michel-Ange et cette fameuse Pietà, on est en plein dedans. Et alors, il faudrait zoomer pour regarder le visage du Christ aussi, mais ça, on aura tout le temps de le faire lundi. Hein, le recueillement, je rappelle que la Pietà, c'est un groupe sculpté qui représente la Vierge Marie, qui recueille le corps mort de son fils. Vous voyez, on a envie, religieux ou pas, on a envie de méditer, d'être voilà, recueilli devant cette œuvre-là. Et puis l'émotion, alors l'émotion, on peut l'avoir aussi sur une déploration du Christ. Là, cette petite église de Bologne, vous serez tranquille pour regarder cette œuvre, ce groupe sculpté magnifique. Je vous montre un seul détail de Marie-Madeleine qui est là, que vous pourrez regarder là sur la droite de la composition, mais chaque personnage, en fait, ça va crescendo sur le ressenti de l'émotion. Quelle émotion? Vous en doutez, le Christ vient de mourir, donc ils vont faire ressortir leur peine, leur douleur de façon plus ou moins contenue. Et en parlant d'émotion qui se traduit par des traits très exacerbés sur le visage, je vous montre deux œuvres qui là ne sont pas religieuses, deux œuvres du grand sculpteur du XVIIIe siècle de la cour de Vienne, grand portraitiste de la cour de Vienne. Il a aussi portraituré d'ailleurs Marie-Antoinette avant qu'elle ne vienne épouser le roi de France, Louis XVI, pour que Louis XVI sache à quoi ressemblait eh bien, sa future épouse. L'homme qui baille ici, alors Messerschmitt, il faut savoir que c'est un artiste, on a énormément de choses à dire sur lui, mais il a fait des têtes de caractère. Au XVIIIe siècle, on commence à rationaliser l'émotion, l'intérieur du corps qui va aussi réagir à la surface. Et Messerschmitt, grand artiste, mais problème pourquoi? Parce qu'il était persuadé d'être hanté par des esprits qui allaient eh bien prendre possession de son corps. Donc voilà, c'est en tout cas un artiste avec plein de choses à découvrir sur lui. Simplement, je ne pourrais pas vous parler de sculpture et ne pas évoquer Houdon qui va faire vraiment œuvre de réaliste avec le détail des yeux, vous voyez percés ici, et puis, vous avez noté, on voit les dents. Et voir les dents, ça, eh bien, il faut attendre le XVIIIe siècle pour que ce soit presque systématique. Petit panel d'émotions ici. Je termine, vous allez voir, avec quelques œuvres. Ici, Falconet, L'amour menaçant, une de mes œuvres aussi, je vous le dis, chouchou, une œuvre XVIIIe siècle. Regardez ici l'ambiguïté de l'émotion de ce corps juvénile, de cet amour, de ce Cupidon qui paraît si innocent. Et pourtant, regardez, je vous ai zoomé le visage, regardez la finesse, la délicatesse du travail des yeux. Et en plus, on vous prend à témoin, on vous demande de vous taire. Alors moi, je ne vais pas me taire tout de suite, mais bientôt. Pourquoi? Eh bien, regardez, ça c'est sa main gauche ici. Sa main droite, pardon, et sa main gauche, je vais y arriver, est en train de prendre une de ses flèches dans son carquois. Donc il y a filouterie dans l'air et le sourire mutin en dit long. Et puis, pour terminer, l'émotion, point d'interrogation, encore du Rodin, mais que ressent cet âge d'airain, cet homme des premiers âges, ce vaincu, comme c'était son premier titre? Eh bien, on ne sait pas, il n'y a pas de narration. Que tient-il? Que fait-il? On ne sait pas. Et c'est bien ça, une des raisons pour lesquelles cette œuvre, regardez le contrapposto, il est toujours là, une des raisons pour lesquelles cette œuvre a fait scandale au moment où Rodin l'a représentée. Alors, je vais terminer dans quelques instants. Je vous montre ici simplement quelques petits conseils de lecture. Alors là aussi, ça a été extrêmement difficile de choisir. Vous faites bien ce que vous voulez pour lire la sculpture, mais si vous n'avez pas d'idée ou si vous avez des envies de cadeaux, eh bien, je vous ai mis des ouvrages qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres, à part le fait qu'ils parlent de sculpture. Vraiment, si vous étiez novice en admiration de sculpture, le plus simple, comment regarder la sculpture? Celui de droite, ici, 1000 ans de sculpture occidentale. Donc, vous voyez que là, on ne va pas non plus être exhaustif. Ça vous donne des clés de lecture. C'est très simple. C'est pas le plus bel ouvrage, mais c'est pas le plus cher non plus, et il se trouve
partout, même dans les bibliothèques. Plus costaud, on va dire ça comme ça, écrire la sculpture de l'Antiquité à Louise Bourgeois. Donc Louise Bourgeois, j'aurais bien aimé vous en parler aussi, mais il faudra attendre encore un petit peu. Question de droit d'auteur. Vous aurez reconnu hein, les sculptures qu'on vous montre. Ça aussi, c'est intéressant de regarder les premières de couverture. Et puis, j'allais dire le plus exhaustif, le plus complet, moi j'y reviens toujours, il a suivi aussi mes études, la sculpture ici de l'Antiquité au XXe siècle chez Taschen. C'est bien fait, c'est pas le plus ludique au niveau de l'écriture, mais il y a vraiment il y a plein d'encarts, c'est très précis, et c'est un très, très bel ouvrage qui se trouve aussi très facilement en bibliothèque, bien que ce soit pas l'édition la plus chère, Taschen, mais c'est quand même un budget. Donc le moins cher, c'est celui de droite. Et puis moi, je vous retrouve déjà avec les questions dans un instant, et puis je vous retrouve avec un très grand plaisir lundi, le 12 septembre, à 15h30, où là, on aura tout le temps d'admirer sous toutes les coutures ce fameux David, et puis les autres sculptures, bien sûr, de Michel-Ange également. Alors, très très bonne question. Vous diriez qu'une sculpture sert à mettre en valeur ou plutôt véhiculer autre chose, l'œuvre ou le sculpteur? Eh bien, je vais vous faire une réponse atroce et très bête, mais ça va dépendre. Ça va dépendre, eh bien sûr, de l'artiste, de l'époque. Là, ça me permet en tout cas de vous parler d'une chose aussi. Quand on est sur la sculpture jusqu'à Rodin, il y a vraiment une scission après Rodin, où on parle vraiment, Rodin, c'est le début de la modernité, jusqu'à Rodin, donc on va dire la sculpture ancienne, sculpture classique, on est sur des sculptures de commande, principalement. Il y a des exceptions aussi, mais sculpture de commande. Donc ça veut dire qu'il y a normalement un but. Alors le but, ça peut être une sculpture religieuse, ça peut être mettre en valeur un commanditaire, ça peut être voilà, une sculpture, comme vous avez vu pour la Pietà, il y a un message, donc ça sert à tout ça, en fait. Comment on peut voir la différence entre une sculpture faite à partir d'un moule ou taille directe à l'œil nu? Alors celle-ci, oui, je l'avais reprise, ben, on avait parlé des cicatrices, hein, des marques de couture qui n'apparaissent pas forcément. Donc c'est voilà, c'est faut avoir soit vraiment à l'œil nu, faut être vraiment très très proche de l'œuvre, mais ça se voit pas forcément. Mais sinon, si ça se voit, c'est ces marques de couture. Est-ce qu'un sculpteur doit savoir sculpter? Est-ce que c'est, voilà, on ne bafouille pas sur cette phrase. Eh bien, ça aussi, alors ça, j'ai envie d'avoir vous avez 2 heures pour répondre. Hem, pour certains artistes, non, on serait tenté de dire alors dans l'art on dit toujours dans l'art contemporain maintenant, voilà, il y a plus de savoir-faire, c'est faux. Il y a des artistes, et je l'évoquerai d'ailleurs en parlant de Canova, cette fameuse je ferai une petite mention sur cette sculpture, cette expo d'hyperréalisme. On a des artistes aujourd'hui qui savent toujours sculpter. On a reproché justement à Rodin de ne pas savoir sculpter. Là aussi, je fais des réponses générales, pardon, mais ça dépend vraiment de l'époque. En tout cas, à l'époque du XVIIe, à l'époque de Louis XIV, on pensait que le plus important, c'était l'idée. À l'époque de Rodin aussi, que le génie, c'était l'idée, c'était la conception. Et puis ensuite, l'exécutant ne savait eh bien que reproduire des modèles. Mais en général, les sculpteurs savent sculpter. Après, si c'est que de la mécanique et reproduire, voilà, l'œuvre à foison, ça, voilà, ça va être laissé aux praticiens. Oui, oui, j'aurais pu en parler aussi de Bruno Catalano, tout à fait, pour l'imaginaire. Ouais, ouais, non, vous savez que je vous cache pas que, voilà, quand on fait des conférences comme ça, je voulais vous donner des clés de lecture. C'est un vrai casse-tête de choisir, d'être assez logique dans ses choix, dans la continuité, et voilà, d'avoir, bah, des artistes, et des œuvres dont malheureusement on ne parle pas. Alors sculpter ou modeler, là, je ne sais plus à quoi ça faisait référence. Peut-être que j'ai dit le mauvais mot au mauvais moment, comme ça peut m'arriver. Alors, petit point de vocabulaire, quand on le sculpter, ça va être un terme, ça, deux sens. Ça peut être un terme générique. On parle de la sculpture en général. Après, on peut, si on sculpte, on va dire qu'on sculpte une taille directe, on sculpte quand on enlève de la matière, quand on taille un marbre, et on modèle quand on monte sa sculpture. Hein, quand vous faites de la pâte à modeler, justement, quand vous faites de l'argile, quand vous faites du plâtre. Là, vous allez modeler. Et il y a aussi une différence de hiérarchie
Est-ce qu'un sculpteur doit savoir sculpter? Est-ce qu'un modeleur est un sculpteur? Eh bien, on a reproché à Rodin de préférer le modelage, à la sculpture, à la vraie sculpture, à la vraie taille. Donc on est dans le jargon. Merci pour cette question très importante. Le moulage du corps nu de Madame Sabatier, est-ce une sculpture? Et oui, alors justement, Henri, merci de poser cette question. On a un effet d'illusionnisme, c'est un marbre, mais un marbre ciré. Alors, je vous avais parlé de la patine qu'on pouvait poser sur les bronzes pour avoir ces effets de couleur. On peut les poser aussi sur la terre cuite, d'aller pour donner l'effet final du bronze. Et puis sur alors le marbre, on a bien sûr des effets de texture, comme on l'a vu. On peut laisser un côté inachevé, on peut polir le marbre et pour rajouter encore de la brillance, on peut rajouter de la cire. Et c'est ce qui a été fait sur le corps justement de Madame Sabatier. Oui, 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 que je ne vous ai pas montré, mais c'est une sculpture donc qui reprend le même degré d'illusionnisme que la sculpture de Pauline Borghese. Un exemple d'art inachevé est une sculpture représentant un sculpteur se sculptant lui-même. Vous avez envie de me faire bafouiller tout ça, mais je ne connais pas l'artiste. Le thème amène réflexion. Le corps sort d'un bloc de pierre. Oui, d'art inachevé. Ah, il faut que je trouve l'artiste. Sculpture représentant un sculpteur se sculptant lui-même. Eh bien, un petite colle, on va chercher aussi. Là, je ne l'ai pas. Mais après, non, je ne vais pas l'avoir là comme ça. Je vous redis si je le retrouve. Et le corps sort d'un bloc de pierre. Quand l'élève dépasse le maître, il devient connu. Alors oui, si oui, j'allais dire s'il a du talent, mais s'il dépasse le maître, il a du talent. C'est le cas pour Rodin. Rodin, il n'a pas eu d'élèves à proprement parler, mais il avait des praticiens. Je dis qu'il n'a pas eu d'élèves parce qu'il n'avait pas vocation à les former. Qui l'a dépassé? Eh bien, vous avez alors enfin dépassé, je ne sais pas, mais en tout cas qui était connu, un ancien élève qui a fait carrière après. Vous avez bien sûr Camille Claudel, vous avez François Pompon, vous avez Antoine Bourdelle. Pardon d'avoir oublié Bourdelle, mais promis, je vous en parle pour Rodin. Donc en général, il devient, oui, oui, il devient connu. Mais après, c'est difficile de se défaire des pattes du maître. Vous avez voilà, d'autres exemples, c'est la même chose en peinture aussi. Dans l'atelier de Verrocchio, il y avait plein de noms voilà, qui s'agitaient. Et puis voilà, quand vous avez Léonard de Vinci, forcément, eh bien, on sort voilà, on dépasse le maître. Comment certains sculpteurs arrivent à rendre compte d'un visage voilé comme celui qu'on a vu tout à l'heure, c'est stupéfiant. Eh bien, merci Pascal pour cette question remarque. J'ai envie de vous dire que je ne sais pas et c'est pour ça que ça me fascine. On a beau comprendre comment ils font, c'est simplement de la maîtrise technique et vous voyez, c'est pour ça que je vous parlais de magie, d'idées de sorcellerie. C'est tellement beau, en effet, c'est stupéfiant, ça coupe le souffle rien qu'en reproduction. Alors imaginez en vrai, il y a vraiment un travail extraordinaire et une magie, c'est à ça que servent nos conférences et puis heureusement qu'on a eu voilà, des artistes de génie pour nous faire rêver comme ça. C'est époustouflant. Dans le monde de Sophie, la petite fille observe un sculpteur et à la fin de son travail, elle lui dit: «Savais-tu qu'il y avait un cheval dedans?» Au contraire de la peinture, la sculpture découvre plus qu'elle ne montre. Eh bien, je pense que ça va ça va bien, terminer notre conférence. Merci de me refaire penser au monde de Sophie. Oh là là, ça me rappelle, voilà, mes amis, de lycée m'avaient bien aidé ce livre-là et je ne me rappelais plus, de cette citation. La sculpture découvre plus qu'elle ne montre. À méditer aussi, à méditer. Mais en tout cas, c'est une très belle citation. Merci beaucoup et nous avons aussi une autre question. Et oui, la victoire de Samothrace, alors je n'en ai pas parlé, parce que justement alors j'aurais pu en parler pour le drapé mouillé et puis pour tout vous dire, je me suis dit: «Allez non, tout le monde la connaît, j'ai déjà parlé de la Vénus de Milo». On va me dire: «Je fais que je montre uniquement des œuvres du Louvre» et donc je l'ai éliminée. Mais bien sûr, ça fait partie des grands jalons, de bien sûr, œuvres antiques, alors du mouvement, du travail aussi sur l'équilibre, sur le drapé mouillé, ça a été et c'est toujours une référence, voilà, pour énormément d'artistes.